C'est parti, bonjour à tous. Hop, normalement, hop, pardon, vous allez avoir accès à mes slides maintenant. Donc, on va discuter de comment travailler avec son équipe 100% en remote, qui, par les temps qui courent, est un sujet important, mais pas que. Et j'espère qu'il y aura suffisamment de key takeaway pour se dire que c'est quelque chose qui peut marcher aussi tout le temps. Du coup, tout d'abord, en introduction, moi je suis un alumni 2008 ESIA. J'ai toujours été entrepreneur. En fait, j'ai créé ma première entreprise quand j'étais encore à l'ESIA en 2006 qui s'appelait Yedo et j'en ai cofondé une autre juste après en 2007 alors que je n'étais pas encore diplômé qui s'appelait Vodéclic. J'étais co-founder et CTO. Vodéclic c'était une solution vidéo-based de e-learning, pas pour l'éducation mais pour les professional workers. La plupart de nos clients étaient du Fortune 500, de L'Oréal à Thales en France à des boîtes aux États-Unis comme Chubb Insurance and Co. Donc très early en 2007 sur ce type de médium qui a fini par être racheté en 2015 par Skillsoft, qui est globalement le leader mondial de tout ce qui est solution de e-learning entreprise, et qui est très connu sur un panel de différentes solutions, dont aussi SumTotal sur la partie talent. Suite à cette acquisition, j'ai pu travailler pendant 2 ans pour Skillsoft en tant que VP Engineering. C'était une expérience assez intéressante sur le remote pour démarrer d'une certaine façon. Du jour au lendemain, j'ai hérité de 150 ingénieurs répartis dans 3 continents, aux États-Unis, en Europe et en Inde, avec des équipes qui se sont fait et qui se sont construits principalement par des rachats. Skillsoft est un groupe de 3000 salariés euh, qui était coté en bourse et qui appartient à un fonds d'investissement aujourd'hui. Du coup, hérité du jour au lendemain d'équipes de différentes nationalités, de différents backgrounds. C'est un sujet assez intéressant et de pouvoir les gérer aussi entre toutes ces time zones et tous ces bureaux, avec un objectif et une mission qui a été assez simple de ce point de vue-là, c'était de reconstruire from scratch un produit pour tout le groupe. Une mission passionnante, mais pas si simple que ça à cette taille-là, et avec comme particularité en fait d'avoir fini par créer 5 squads, si on garde le modèle de Spotify sur l'organisation, qui étaient colocalisés dans 5 pays, avec chacune leur particularité. Donc une grosse première expérience, on va dire, de travailler en remote et à distance, avec du collocated remote, je dirais. Et en 2008, j'ai monté une nouvelle société qui s'appelle Bearer en tant que CEO et co-founder, avec la particularité d'être remote first pour le coup, celle-ci. Donc day one, d'avoir construit une entreprise remote first. Et je vais en parler un petit peu plus sur notre expérience à ce jour. Ça fait presque 2 ans qu'on a lancé la société. En un mot, Bearer, c'est un développeur tool qui s'occupe de monitorer tout ce qui est API request, de détecter des anomalies, et de résoudre des problèmes en temps réel. Donc c'est toute la sphère de monitoring pour des équipes d'ingénierie. Donc c'est une société très product engineering centrique, qui est probablement peut-être plus simple pour créer une entreprise remote first aujourd'hui, mais ça reste encore à démontrer. Donc, déjà, pourquoi construire une entreprise remote first? Je pense que c'est un premier point de se poser cette question-là. Hop, pardon. Euh, Tout d'abord parce que mon associé et mon cofondateur étaient à distance, étaient basés en Écosse quand on a lancé la société. Moi, j'étais basé en France, donc c'était presque une nécessité au début de se dire, ben, de toute façon, on est remote l'un envers l'autre. Ensuite, au travers de mes expériences passées et de celles de mon associé, on avait un très très gros réseau de talents un peu de partout, principalement en Europe, mais un peu de partout, et des talents qui sont très compliqués à trouver. On parle spécifiquement d'ingénieurs et de développeurs seniors et très expérimentés. Et le dernier point qui était assez clé pour nous aussi, c'est de se dire, en développant une solution purement technologique, nos clients sont potentiellement de partout, donc très clairement sont plus en Amérique du Nord que dans n'importe quelle autre région. Et déjà, on n'y sont pas présents physiquement, mais au global, les clients ont un potentiel d'être vraiment de partout. Donc de toute façon, à un moment ou à un autre, on n'aura pas la capacité à avoir un footprint régional global. Donc le remote
en remote first, pourquoi pas, et surtout pourquoi pas sous forme d'une opportunité et l'opportunité de d'apprendre et de comprendre pour créer une société en fait qui peut scaler et qui peut scaler à différents aspects. Et le premier, c'est scaler au travers des continents, des cultures, des langues et des time zones. Et on a suffisamment d'expérience et de personnes autour de nous pour voir que c'est des sujets qui sont souvent très compliqués une fois qu'on a déjà un setup existant. Souvent, ce qu'on voit souvent dans cette sphère-là, c'est des sociétés qui ont été créées en Europe et qui ont leur point de traction qui bouge vers les US pour commencer à scaler sur la partie surtout vente. Et là, ça devient très compliqué. Problème culturel, problème de distance, problème de pas savoir travailler en étant sur des time zones différentes et ainsi de suite. Donc on s'est dit autant prendre le pari dès le début. C'est une nécessité entre guillemets qui s'est transformée en une grosse opportunité pour 18 mois après, à quoi ça ressemble déjà en tant que structure? Aujourd'hui c'est 14 employés qui sont sur 4 continents, dans 7 pays et dans 9 villes. Ça va de la côte ouest à la Thaïlande jusqu'à l'Afrique du Sud et jusqu'à l'Écosse. Donc on mappe à peu près pas mal le monde aujourd'hui, mais avec forcément la plus grosse difficulté, c'est de gérer de la côte ouest à la Thaïlande. En termes de time zone de différence, j'ai plus en tête, mais c'est presque 10 ou 12 heures, donc potentiellement très compliqué. Ça c'est une réalité. En tant que société, la société a déjà levé un peu plus de 3,5 millions d'euros depuis sa création il y a 18 mois, avec quelques très très beaux fonds d'ici européens, et c'est fondamentalement que le début pour nous, ce qui nous permet d'avoir cette croissance et de pouvoir avoir embauché toutes ces personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que tous nos premiers clients, on a fait beaucoup de R&D au début, ce qui est le principe de ces sociétés, mais aujourd'hui, nos premiers clients, ils sont localisés réellement de partout. On a des clients aux US, en Europe, en Inde et en Asie. Ce qui est assez intéressant, que ce pari initial est une réalité et ne va faire que de toute façon s'amplifier. Il y a un élément important à comprendre et à distinguer, c'est le remote versus le remote first en fait. Le remote, travailler en remote, travailler à distance, ça veut dire principalement travailler en dehors du bureau principal de la société. En général, c'est le fameux hashtag que vous voyez tous les jours sur Twitter en ce moment, work from home, mais pas seulement. Tout le monde n'a pas forcément envie de travailler de chez lui, ce qui ne veut pas dire qu'il ne travaille pas en remote. Par contre, remote first, c'est une différence fondamentale, c'est que déjà il y a pas de bureau ou alors pas de bureau principal. Et ça c'est un point clé, et que tout le monde travaille du coup dans les mêmes conditions en remote, et ça commence fondamentalement par les founders ou par les managers si on se positionne sur une entreprise plus grosse qui veut avoir des divisions en remote. Et ça, l'idée par l'exemple et faire du remote par l'exemple, c'est la seule façon dont ça fonctionne. Si les têtes pensantes sont pas en remote elles-mêmes, c'est très 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 compliqué de faire marcher du remote parce qu'en fait on n'a pas la compréhension de ce qui se passe vraiment, de ce que ça veut dire. Il y a, en dehors de faire du remote first, du coup, donc la plupart des boîtes souvent elles expérimentent du remote a posteriori, pas dès le début forcément. C'est plus facile de créer une société remote first en 2018 ou a fortiori en 2020 qu'en 2010 ou en 2005. Et donc toutes celles qui font du remote aujourd'hui, principalement font une culture assez mixte en fait, de on-site et de remote, qui est, soyons très clairs, hein, extrêmement difficile à faire fonctionner. Euh, parce que les remote workers sont souvent considérés en fait comme des seconde class citizens. C'est une réalité. Je l'ai vu et je l'ai remarqué au travers de pas mal d'expériences. Parce que sans comprendre ce que ces gens subissent et comment ils travaillent, en fait, ils sont toujours laissés pour compte. Ils sont laissés pour compte dans les events, ils sont laissés pour compte dans l'organisation des réunions. Ils n'ont pas toutes les informations parce que l'information qui est échangée à la machine à café, par exemple, elle va pas transparaître jusqu'à ces personnes-là. Et du coup, ça crée réellement deux classes d'employés, ce qui fait que ça marche globalement pas très bien. L'alternative, et c'est l'alternative entre guillemets qu'on avait nous chez Skillsoft à cette taille de boîte, c'est d'avoir des hubs avec des teams collocated. Et le maximum qu'elles soient collocated est le plus important, c'est-à-dire qu'elles aient une forte notion d'autonomie et d'indépendance entre elles. Plus il y aura d'interdépendance, plus ça sera compliqué à gérer. Par contre, la problématique qui est évidente, c'est qu'en fait, on crée des gardes-chapelles et au sein même d'une société, entre ces hubs,
on finit par trouver une sorte de guerre interne qu'on aimerait bien se passer. Mais c'est souvent le modèle au final qui prime. L'autre qui correspond à faire des hubs aussi, c'est des divisions ou des équipes qui, elles, sont toutes en remote. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on essaie d'avoir des équipes product ou engineering en remote parce qu'on se dit que c'est idéal pour elles et à côté on a des équipes marketing ou sales qui ne sont pas en remote. Euh, on retombe sur les mêmes problématiques, mais au global, si on veut essayer de faire du remote dans une structure non remote à la base, le mieux c'est de trouver une façon de collocater les gens soit par hub géographique, soit par fonction. Mais la réalité c'est que c'est très très dur à faire fonctionner. D'où le fait qu'on ait voulu entre autres, créer une société remote first. Pour avoir voulu faire du remote dans ma précédente société chez Vodéclic, on n'y est pas arrivé parce que c'était trop tard. On a voulu essayer d'en faire et ça n'a pas marché. Chez Skisoft, on n'avait pas le choix parce qu'en héritant du jour au lendemain d'une grosse structure, il faut gérer. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on génère une remote compagnie comment est-ce qu'on manage une remote compagnie, pardon. Il y a plusieurs pans. Le premier, c'est le recrutement. Et je pense que c'est un point important parce que c'est, je pense, le point qui attire le plus de personnes aujourd'hui à, entre guillemets, faire du remote. Parce qu'en fait, les talents sont difficiles à trouver, principalement dans certains domaines. Mais la réalité, c'est toujours dur de trouver des bonnes personnes. Alors, comment est-ce qu'on recrute nous? Le premier point, c'est qu'on cherche et le skills le plus important, c'est la communication en fait. C'est vraiment le top one. Quelqu'un de très 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 bon mais qui a pas de compétences de mauvais communicant basiquement, on ne peut pas le recruter. C'est absolument impossible. Et j'y reviendrai après, mais c'est probablement le point le plus critique. La communication dans le remote, c'est exacerbé. La communication, c'est toujours un point critique dans les sociétés. Plus elles grossissent, dans le remote, c'est le point critique et dès le début. Donc d'avoir ces compétences-là, c'est très très important. D'avoir des gens qui ont beaucoup d'autonomie, bien évidemment, c'est clé. Une attitude positive aussi, ça c'est un point important. Mais quand vous voyez pas les personnes ou ces personnes-là ne sont pas à côté de vous, c'est important d'avoir des gens qui expriment quelque chose de positif au quotidien et qui varie pas. Sinon, c'est difficile de les retirer vers le haut. Et ça paraît bête, mais je pense que vous l'expérimentez tous aujourd'hui en étant forcés de tous faire du remote. C'est que d'avoir une bonne connexion Internet et un setup général bon est essentiel. Nous n'avons pas recruté certaines personnes juste pour ces raisons-là. Et ça, c'est un point absolument fondamental qui se teste très facilement. La réalité, c'est que ça peut être super simple de recruter des talents grâce au remote. Je vais prendre juste notre exemple simple. La dernière fois qu'on a recruté un développeur, il y a quelques mois, on a reçu 1200 applies en une semaine. Donc 1200 applies en une semaine, la problématique c'est que c'est impossible de tous les traiter, c'est une réalité. Donc il faut mettre en place un process, on n'avait pas forcément pensé avoir un tel succès. Et ça s'est revérifié sur d'autres recrutements. Donc forcément, entre guillemets, il y a du tri, il y a du déchet comme de partout, mais sur des positions qui sont données comme étant shortage, de pouvoir recevoir 1200 applies en une semaine, c'est absolument incroyable. Si on avait pu recruter 10 personnes d'un coup, on l'aurait fait parce on avait les personnes dont on voulait dans ces 1200. Par contre, le point un peu noir du sujet, c'est que c'est très difficile de recruter des juniors. Parce qu'en fait, on cherche toujours des gens qui ont une certaine expérience du remote, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont travaillé en remote, en pure remote first avant ou autre. Il y a différentes façons d'obtenir cette expérience-là, mais c'est un point clé. On pensait historiquement que c'était plutôt des gens seniors, dont on voulait avoir en remote. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ça n'a pas vraiment de rapport avec le niveau de seniorité d'une personne. Une personne peut être très senior, avoir 15 ans d'expérience, mais n'a jamais travaillé en remote, ce serait une catastrophe. Ou à l'inverse, quelqu'un de très junior qui a un début d'expérience ou qui a fait des études avec un peu de remote, en fait, qui au final comprend cet ADN et a un début de compréhension de ce que ça veut dire, fonctionne très bien. Et ça, on l'a expérimenté. Et le process de recrutement, basiquement, c'est le même que dans n'importe quel autre process de recrutement. En fait, il y a pas grand-chose à en dire. Il se fait sur Zoom, en vidéo, mécaniquement, mais tout le process est toujours le même. Et nous, nos process, c'est
rencontrer le manager qui recrute, ensuite rencontrer la team avec qui il travaillera et ensuite recruter au-dessus qui chez nous les founders. Mais le process est toujours le même et on ne requiert pas de voir quelqu'un physiquement. Il y a des personnes qu'on a vues physiquement 6 mois après les avoir recrutées. Et c'est pas un problème, pas du tout. Euh, et le dernier point sur cette partie-là, entre guillemets, c'est recruter à l'étranger n'est pas si simple que ça parce que il y a encore des frontières et ces frontières légalement sur le recrutement, c'est un problème. Contractuellement parlant, c'est difficile d'avoir des employés entre guillemets. On a souvent nous affaire à des ce qu'on appelle des full-time contractors. Donc en fait, c'est des personnes qui travaillent à 100% pour nous mais qui en fait nous invoice et elles ont créé une société comme s'ils étaient auto-entrepreneurs, on va dire, euh, ce qui pose quelques problèmes sur la gestion de combien ils sont payés, que eux, de leur côté ils doivent faire un peu de compta, etc. D'où le fait que souvent d'avoir des personnes qui ont déjà cette expérience-là est plus simple aussi sur le setup. Il y a de plus en plus de solutions qui sont en train de se monter sur le marché pour justement essayer d'aplatir ces différences et essayer de faciliter la vie tant de l'employeur que de l'employé de ce côté-là. Mais c'est un point à avoir en tête, tout comme les problématiques de propriété intellectuelle, etc. Il vaut mieux avoir des contrats en béton armé sur le sujet. Euh, la communication, du coup, j'en parlais brièvement avant, mais on va en parler dans le dur. Partager et communiquer, c'est fondamentalement clé. C'est ce qui peut tuer une société très remote sans aucun problème parce qu'il y a plus de déjeuner, il y a plus de pause café, il y a plus le chit-chat habituel et potentiellement aussi perturbant, mais qui a une valeur qui est de transmettre l'information, de comprendre qui fait quoi, de comprendre qui est qui au final dans une société, surtout plus elle grossit. Tout ça n'existe plus. Basiquement il va falloir trouver une solution pour le recréer parce que c'est essentiel et c'est essentiel à la vie d'une société et en remote laisser quelque chose partir parce que on n'a pas le temps de s'en occuper ou on est fatigué. C'est très très simple. Suffit de ne pas de ne pas le regarder ou de ne pas le manager et ça marchera, ça continuera à ne pas marcher, mais ça continuera à exister. Alors qu'en présentiel, vous avez quelqu'un à côté de vous, vous voyez que ça va pas, ça produit pas, etc. Dans tous les cas, on est obligé au final de s'en occuper. En remote, c'est très facile en fait de mettre quelque chose de côté, une personne ou quelque chose qui se passe. Et ça, faut faire très attention. Du coup, la seule solution, c'est de mettre des process. Une partie de process qu'une entreprise de taille intermédiaire à importante est obligée de mettre dans tous les cas. Dans ces cas-là, il faut le mettre dès le début en fait. Mais aussi, c'est pas que des process et surtout, ils ont besoin d'être plutôt et de se sentir être naturel. Et ça, c'est un point clé. Parce que le process, enfin le mot process souvent est pas du tout apprécié des équipes. Elles pensent que c'est un truc lourd, contraignant, ce qui peut être vrai, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans ce cas présent, il faut absolument que ce soit simple. Et pour que ce soit simple, en fait, le flux d'informations, il doit être poussé en fait. Il doit nous arriver tout seul. Il doit arriver tout seul aux employés. Si on pense que chaque personne va passer sa journée à aller chercher l'information, chercher la connaissance, ça ne marchera pas. C'est juste pas possible. Donc il faut avoir à un moment les bons outils et les bons process pour que l'information soit poussée aux bonnes personnes. Il faut pas qu'elle soit poussée n'importe comment parce que le problème c'est on arrive très vite à une saturation de l'information, mais il faut que l'information elle transite quand même. Et ça c'est un énorme challenge. Le premier point, c'est faut tout écrire. Et je pense que c'est une force qui est pas forcément comprise dès le début, mais de tout écrire est fondamentalement le point essentiel. Et le premier sujet, c'est de choisir une langue. Et mon conseil, est de toute façon, est le plus tôt une société transitionne à faire du full English, le mieux c'est. Je pense qu'on vit dans une société mondiale. Dans tous les cas, il va falloir s'internationaliser. Le plus tôt est probablement le mieux internationaliser aussi ses compétences, ses équipes, et donc une seule langue est possible. Et c'est pas possible d'avoir deux langues dans une société, ça ne marche pas. Et sur l'écrit, il faut avoir une seule langue et a priori l'anglais est la seule possible. C'est comme ça. Faut être capable de construire très très vite des knowledge base et des knowledge base qui soient maintenus. C'est le plus compliqué, c'est toujours la même chose.
définir très clairement c'est quoi la culture de la boîte, c'est quoi sa vision, c'est quoi sa mission, et ça c'est un point clé, parce que chaque personne en remote va arriver à des moments différents, va pas avoir forcément tout le bagage, l'historique où l'on va, et typiquement dans notre cas, quand on est le premier employé, quand on est 15e employé, demain quand on sera le 50e employé, on n'a pas la même distance non plus avec les fondateurs qui cèdent ces choses-là. Donc de l'avoir de défini, de écrit est essentiel. On utilise un format, nous en interne, qui est le format des RFC, qui est un format spécifique pour tout ce qui est décision ou spécification, qui a été utilisé et inventé dans la communauté open source, qui par définition est une communauté qui a toujours été remote first. Et c'est un format type qui est extrêmement bien à suivre. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder un petit peu. Il y a une formalité derrière et c'est très important dans ce cadre-là. Et on utilise des channels particuliers pour délivrer l'information aux bonnes personnes. Et ça, on y reviendra, mais c'est très important. Donc vous verrez, nous, notre outil principal, c'est Slack. Ça pourrait être Microsoft Teams, c'est à peu près la même chose. Là, c'est un point, c'est un pilier central, et que cette information, du coup, arrive aux bonnes personnes est clé, et qu'elle soit poussée comme il faut. Faut mettre en place des rituels. Les rituels, c'est probablement l'un des items clés que tout le monde aime bien et c'est contrairement à un process qui fait souvent peur. Les rituels sont une autre terminologie pour quelque chose d'un petit peu connexe que les équipes aiment beaucoup. Nous, nos rituels sont assez simples. C'est une note toutes les semaines envoyée à toute l'équipe par mois pour avoir un petit récap de où on en est, des choses importantes à venir. Ça permet de renvoyer l'information un peu top-down, on va dire. Ensuite, on fait des one-to-one tous les lundis. C'est quoi le game plan de la semaine avec les managers. Ça permet d'être sûr qu'on soit tous alignés et qu'ensuite l'information redescende encore en dessous. Les équipes font ce qu'on appelle une bi-weekly demo. C'est de moins en moins une démo, c'est plus une team presentation. Mais en gros, chaque manager, tout le monde ensemble, toute la boîte, se réunit une fois tous les 15 jours sous un format d'une heure sur Zoom et présente sous forme d'équipe ses avancées, où elle en est, son travail, ce qui permet entre équipes de comprendre qui fait quoi et de comprendre aussi l'ensemble de l'alignement. On enregistre tout. Et ça c'est un point clé. Tout est enregistré, tout est mis sur un compte YouTube et tout est ajouté dans notre knowledge base parce qu'il y a toujours des gens qui sont pas présents, vacances ou autres. Et c'est le meilleur moyen de catch-upper. C'est de relire ce qui s'est fait et de voir la vidéo de ce qui s'est passé. Et on fait tous les 2 mois un town hall organisé que j'organise en fait fondamentalement pour en fait, c'est un peu le condensé de la weekly note, mais c'est sous tous les 2 mois, donc de pouvoir partager des informations un petit peu plus larges sur où est la société, et sur différents sujets que les équipes au quotidien n'ont pas comme information. C'est plus formel et c'est plus top-down. Donc c'est tout un mix de top-down tout en haut jusqu'en bas directement, de passer par les managers et aussi un peu de bottom-up sur les démos parce que c'est l'occasion pour chaque personne individuellement de présenter le travail de son équipe aux autres. Et ça, c'est un point essentiel. Sinon, les équipes ont l'impression de travailler en vase clos et ne voient pas le lien entre tout ce qu'elles font, n'ont pas forcément de compréhension de l'importance de ce qu'elles font et de l'impact que ça peut avoir pour les autres. Et ces rituels sont clés. On a d'autres rituels qui existent et qui dépendent des équipes. L'un d'eux, c'est le fameux stand-up. Toutes nos équipes product engineering font ça tous les matins. Donc, prennent 10 minutes sur Zoom pour faire un call et parler de ce qui se passe aujourd'hui et des points importants. C'est censé durer peu de temps, 5 minutes. On a essayé de le faire en asynchrone, donc écrit. Ça a marché un temps et ça n'a plus marché après, donc on l'a remis en synchrone en vidéo. Et ça, c'est quelque chose d'évolutif. On a un autre sujet en asynchrone et j'en parle après. Mais au global, on a des personnes qui travaillent toutes donc de chez elles pour le principal. Et elles ont besoin de se sentir connectées. Elles ont besoin de se sentir appartenir à la même société et elles ont besoin aussi de se sentir connectées l'une à l'autre.
Et ça, c'est un point clé, parce qu'encore une fois, pas de bureau, donc la notion d'appartenance peut être plus compliquée. Donc le premier point, c'est qu'on fait quelque chose qui peut paraître très simple, mais qui est extrêmement important, c'est qu'on a un channel team. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs, tout le monde annonce son arrivée, quand il est en pause et quand il part. Ça permet d'échanger, de voir quand les gens sont là, etc. Mais surtout, ça permet entre les personnes de se dire, ah oui, en fait, il est pas encore là, ou alors lui, il est en pause, etc. Parce que toujours le problème, c'est que je parle à quelqu'un et j'ai pas forcément de réponse, et ça, c'est potentiellement très ennuyeux, et de savoir pourquoi. Hop. On fait également la fameuse machine à café n'existant pas en remote. On a dans nos agendas un coffee break. En fait, c'est un meeting récurrent une fois par semaine où chacun prend un café, se connecte sur le Zoom et discute de tout et de rien. Donc, bien évidemment, chacun peut le faire quand il veut, mais on l'enforce en fait entre guillemets en mettant cet event dans le calendar de l'équipe. Il n'est pas obligatoire. Mais c'est un point important aussi de Lyon. Euh, on essaie, alors c'est un point important, mais c'est de faire des meetings plus malins et plus smart. Et ça devrait l'être pour toutes les entreprises qui ont vu le coût des meetings. La différence, c'est qu'en remote, c'est que s'il n'y a pas de préparation et s'il n'y a pas de matériel exposé, c'est-à-dire si on n'a pas un whiteboard, on n'a pas un document ou autre, en fait, les personnes vont dropper de la discussion. Donc, seront toujours sur Zoom, seront toujours là, mais en fait, ne vont juste pas écouter, vont faire autre chose. Et ça, vous n'allez pas le voir. Sauf à la fin, quand c'est bon, tout le monde a compris, on est d'accord, et puis à la fin, on se rend compte qu'en fait, personne n'a compris, personne n'est d'accord, parce qu'en fait, personne n'a suivi. Parce que c'est potentiellement sans support, c'est difficile de faire un meeting à distance, et on est vite distrait par autre chose, une notification ou autre. Donc, préparer ces meetings et avoir un support est fondamentalement essentiel. Sinon, les meetings peuvent vraiment être dans le vide, et il y a des personnes qui sont plus ou moins sujets à dropper de cette façon-là. En dehors des stand-up dont je parlais juste avant, on fait quelque chose en asynchrone qui marche très très bien, qui s'appelle les check-in et check-out. En fait, on fait des check-out. Alors, des gens font des check-in, on fait des check-out. Le principe, c'est qu'en fait, il y a un message qui est envoyé tous les jours, tous les soirs, en fait, en fin de journée, à chaque membre de l'équipe, et qui pose quelques questions. Comment vous êtes senti, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, etc. Et en fait, ça permet de prendre un peu le pouls de son équipe, de voir en détail potentiellement ce qu'elle peut avoir fait, mais surtout de comprendre est-ce qu'elle s'est sentie productive ou pas? C'est quoi le spirit? Est-ce qu'ils sont down? Est-ce que ça va pas? Il y a rien qui marche? Ou est-ce qu'en fait ils sont super contents, ils sont motivés, ils ont un bon moral, etc. Et ça c'est un point important parce que déjà les équipes aiment beaucoup le remplir. C'est quelque chose, ça prend une minute. C'est encore une fois c'est une information qui est poussée à eux, donc ils n'ont pas besoin de dire ah moi je l'ai pas fait. L'information est poussée et du coup en tant que manager ça permet de comprendre un petit peu où les gens en sont, pourquoi ça avance pas, pourquoi est-ce qu'on se dit que le moral est pas au top, etc. Et ça, ce pouls-là ce pouls-là est clé, parce que c'est très facile de laisser quelque chose pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours ou autre traîner. Et au final, bah, on finit quand même par se voir, et je pense que ça finit toujours par être quelque chose de fondamental, de se connecter in person. Nous, on organise des off-sites. On en organise assez souvent. On en a déjà organisé 5. On fait ça dans des villes différentes. On est allé en Écosse, à Paris, à Barcelone, à Lisbonne, etc. Donc on investit. C'est un investissement. Ce qu'on n'investit pas dans les bureaux, il faut l'investir dans tout le reste, dans les voyages, dans les off-sites, dans le matériel pour les personnes. Et c'est fondamentalement clé parce que c'est la meilleure façon dont les équipes finissent par se connaître, créer une sorte de bonding, parce que en remote, par un Zoom ou en chat, c'est encore pire. On comprend pas en fait comment les gens sont câblés et on peut se frustrer de certains comportements qui sont juste pas le comportement de ce qu'est la personne, mais c'est juste sa façon de communiquer qui peut être différente de la sienne. Et en fait, quand on commence à se connaître et quand on se voit, tout ça, ça change. Et c'est important de le faire. Donc nous, on essaie de le faire tous les quarters. Donc ça veut dire 4 par an. La réalité, je pense qu'on est plus à 3, parce qu'il y a toujours quelque chose pour décaler et les faire, et c'est compliqué. Mais il faut absolument le faire, et ça, c'est un point clé. Et c'est là où tout le spirit de la boîte remonte, où les gens ont ce sentiment d'appartenance, etc. C'est pas un moment, c'est un moment qui est productif, c'est un moment qui est très productif d'ailleurs, quand même. Mais
l'essentiel de pourquoi on fait ça, c'est pas pour produire, c'est vraiment pour se connecter et comprendre qui est l'autre et créer ces liens. On a plus de mal à créer à distance mécaniquement. Euh, Tooling. Je parlais un peu du tooling et de notre tooling. Chacun a son propre tooling. Et je pense que c'est fondamental. Mais un peu, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on utilise. La question déjà, c'est comment est-ce qu'on choisit un outil. Ça peut paraître bête, mais en soi, c'est pas si simple que ça. Le premier, c'est que pour nous, c'est essentiel, c'est que ça doit marcher de partout. Et quand je dis de partout, sur Mac, sur PC, sur Linux aussi, parce qu'on a des gens sur Linux, et sur mobile. Et le mobile est clé pour nous, que tout marche très très bien sur mobile, fondamentalement, parce que on a toujours des gens qui se déplacent beaucoup, c'est important aussi. On essaye de pouvoir avoir des heures, on a des horaires de travail classiques, mais dans certains cas, pour avoir une notification de quelque chose d'important, je veux pouvoir être capable de pouvoir réagir à tout moment depuis n'importe où, sans avoir forcément besoin d'avoir mon Mac avec moi. Donc ça, c'est la base pour nous. L'autre, c'est que ça doit fonctionner de partout. Par défaut, on a des gens de partout, en Europe, en Asie, aux États-Unis, donc on doit avoir des outils qui fonctionnent bien de partout. Et bien de partout n'est pas si simple que ça. Si on regarde sur les outils de communication, suivant les pays, des fois il y a des restrictions. Et surtout, ils ne marchent pas forcément correctement. Tous les outils d'audio ou de visio, des fois, ont du mal quand les connexions sont transcontinentales. Et ça, on en a essayé plusieurs, typiquement. Et ça, c'est très frustrant d'avoir un outil qui marche mal de cette façon-là. On a besoin que nos outils soient très, très intégrés ensemble. Donc, soit qu'ils aient des intégrations déjà faites ensemble. Donc, je vais avoir mon outil Knowledge Base qui va être connecté avec mon outil de chat, qui va être connecté avec par exemple, mon outil de vidéo aussi. Et s'ils n'ont pas ces intégrations construites, à minima qu'ils aient des webhooks ou des API sur lesquels nous on peut rajouter donc des briques d'intégration. Et plus les outils sont intégrés, le plus en fait ils finissent par rentrer réellement dans le workflow. Et c'est l'un des points clés pour lesquels on utilise Slack entre autres. Et à la fin, tous ces outils, en fait, il faut qu'ils soient facilement testables et facilement changeables en fait. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a testé en seulement 18 mois, on a testé beaucoup d'outils. Il y en a qu'on a gardé, il y en a qu'on a droppé. Il y a des outils types qu'on a testé plusieurs fois. Il y a des outils qu'on a testés il y a 9 mois qui marchaient pas, qu'on a retesté après et qui marchent. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité de pouvoir les tester, les tester facilement et de pouvoir aussi les rendre obsolète assez vite et ne pas avoir peur de changer d'outil. Après, il faut le faire de façon intelligente, évidemment. Nous, les outils qu'on utilise au quotidien, le centre de la boîte est réellement sur Slack. C'est une réalité, c'est notre outil central. 100% des communications internes sont sur Slack. C'est-à-dire que les communications internes sont interdites par email, pour faire très simple. Les emails sont exclusivement réservés aux communications externes, ce qui permet de scinder les choses et de garder typiquement la mailbox propre aussi. Et ça, c'est essentiel. Notre outil de vidéoconferencing qu'on utilise tous les jours en dizaines de fois, c'est Zoom, que vous utilisez tous en ce moment, qui est le meilleur outil de vidéo call à un pour un ou un pour N, comme aujourd'hui en mode webinar. C'est celui qui marche le mieux de partout, qui marche sur mobile, sur iPad, peu importe où, et qui a une très bonne qualité. En file sharing et en Office Tools, on utilise Google Drive, qui est très très bien. Pour collaborer sur un document, je crois qu'on a difficilement trouvé mieux. Par contre, il faut pas penser que Google Drive, c'est un outil de knowledge base, sinon c'est catastrophique. C'est impossible d'organiser les choses correctement. Donc, on a vraiment un outil de knowledge base. On utilise Notion. On a des gens qui utilisent Confluence de Atlassian, on disait ça avant. Faut faire un choix, mais il faut utiliser un outil encore une fois. Trouver un outil de knowledge base qui est mobile friendly, qui est sympa à utiliser, où on aime bien écrire, parce qu'un outil de knowledge base où écrire est painful, personne écrit, c'est aussi un point. C'est pas simple. Notion, c'est plutôt un outil sympa. Côté whiteboard, alors ça c'est un outil qu'on a découvert il y a pas très longtemps et qui pour moi qui a révolutionné ma façon de travailler avec mes équipes, c'est vraiment d'avoir Miro. Donc c'est un whiteboard où on peut dessiner, on peut tout faire, on peut s'en servir pour faire des mock-ups si on veut, mais c'est très très utile en meeting en fait pour illustrer des concepts. Et encore une fois, je fais une réunion avec mon équipe, on parle de choses compliquées, abstraites, etc. On n'a pas de tableau blanc et le tableau blanc c'est quand même le truc le plus utile pour savoir de quoi on parle et utiliser Miro pour ça est absolument utile.
C'est un outil qu'on n'enlèvera pas de notre workflow aujourd'hui, c'est une certitude. On fait du project management comme tout le monde, évidemment. Bon, Jira n'est pas expliqué. Pour nos check-in et nos check-out, le fameux message qu'on envoie à la fin de la journée pour demander comment les gens vont, ce qu'ils ont fait, etc. On utilise quelque chose qui s'appelle Geekbot, donc qui est intégré nativement avec Slack, qui est encore l'intérêt de tout ça. Tout comme Zoom, hein, d'ailleurs, Zoom est intégré nativement dans Slack. On utilise une commande /Zoom et ça lance un meeting Zoom automatique avec les personnes qui sont dans la conversation. Donc, faut que ce soit simple. Et on a nos outils de dashboard, on utilise Geckoboard. Donc, ce qui est important, c'est avoir des outils de dashboard pour savoir c'est quoi l'état de santé des sales, de la plateforme, du nombre de visiteurs, etc. Donc, on a différents dashboards. On utilise Geckoboard qui est intégré basiquement avec tous les outils possibles et imaginables et qui permet à chacun de comprendre et de voir l'état de la boîte sur tous les sujets. Je peux voir le nombre de tickets support, même si je suis pas quelqu'un qui bosse au support, par exemple, mais c'est un sujet important pour tout le monde d'avoir un sens de c'est quoi le pouls de la boîte en fait en réalité ça c'est le pouls de la boîte, c'est pas le pouls des personnes, le pouls de la boîte, et que ces informations soient publiques en interne et que tout le monde y ait accès parce que c'est partage d'informations qui est essentiel. On a mis en place quelque chose qui s'appelle une Slack policy et ça c'est le truc à faire. Si vous n'avez pas de Slack policy, mettez-en une tout de suite parce qu'en fait Slack c'est génial. Alors la courbe en général de quelqu'un qui utilise Slack, c'est waouh, c'est incroyable. Et puis après, en fait, au bout de mois, c'est waouh, c'est le bordel. Et c'est une réalité parce qu'un outil de message où tout le monde peut envoyer un message toutes les 5 secondes de partout et qu'un message puisse notifier tout le monde, ça peut devenir très rapidement le bazar. Et au final, l'équipe devient frustrée, devient en colère parce qu'en fait, elle est interrompue tous les 2 secondes. Donc la fameuse interruption que j'ai dans mon bureau, en fait, je la retrouve en notification, donc c'est absolument horrible. Et il y a tellement d'informations qu'en fait, il n'y a plus d'informations parce que plus personne ne lit. Donc il faut organiser les choses de la bonne façon. Donc, déjà de base, on a un channel qui s'appelle Team et c'est là où tout le monde partage sa présence. Et ça paraît bête, c'est essentiel comme sujet. On a aussi des calendriers de Team qui partagent leurs updates automatiquement sur ces channels, de savoir quand quelqu'un est absent ou quand il y a un meeting d'équipe et on a ce message au début de la semaine et tous les jours et au moment où il arrive. Comme ça, plus personne n'oublie ce genre de sujet et on sait très bien que jeudi prochain un tel est pas là et du coup on prévoit en amont parce que encore une fois je suis pas à la machine à café et il me raconte pas qu'est-ce qu'il va faire jeudi prochain. On a des channels dédiés par équipe, ça c'est essentiel. Et on a aussi des channels qui sont totalement off topics, thanks, AMA, pets, etc. On a des channels comme ça. Le channel thanks, c'est un channel très intéressant à avoir. Ça permet publiquement de remercier quelqu'un de quelque chose qu'il a fait et sur lequel il nous a aidé. Donc ça remet du lien en fait entre les gens. AMA, c'est Ask Me Anything. C'est aussi important sur n'importe quel sujet. On a des channels dédiés pour les audiophiles, ceux qui ont des animaux, etc. Et c'est important d'avoir ce mélange-là. Et après, ça, ces channels sont libres sont libres d'accès. Et d'ailleurs, tous nos channels sont open. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille pas dans l'équipe engineering peut avoir accès au channel engineering et savoir tout ce qui se passe dans le channel engineering. L'information circule librement. Je pense que c'est un point important. Après, chacun le fait comme il le sent. On enforce certains usages, et il y a 2 usages qui sont clés à enforcer, c'est d'utiliser des threads. Donc le fait d'utiliser des threads, c'est qu'il y a un début de conversation et que la suite va se passer dans une sorte de sous-conversation, parce que sinon c'est très rapide de polluer en fait un channel. Et c'est d'utiliser les réactions. Et ça, les réactions, ça paraît bête, mais c'est pareil. Je demande quelque chose à quelqu'un, et en fait, j'ai pas forcément je lui demande quelque chose, mais j'ai pas de retour. Cette personne est peut-être pas présente, donc c'est toute l'importance d'utiliser les updates de statut, dont je parle juste ensuite. Mais aussi, peut-être que cette personne est en train de regarder ce que vous lui avez envoyé, mais vous le savez pas. Et en fait, il y a rien de plus frustrant que d'être derrière son écran, d'attendre une réponse et de ne pas en avoir ou de ne pas savoir même si le message a été lu ou a été vu alors qu'il est important. Donc en fait, on utilise 2 réactions types qui sont les yeux. Basiquement, c'est ah ok, je suis en train de regarder, ou le check, je suis d'accord, c'est bon, c'est fait. Et surtout quand on demande à plusieurs personnes, ça évite d'avoir des threads où tout le monde parle, tout le monde dit ok, etc. Et ça devient insupportable. Et ça permet d'enlever de la frustration en fait. Et c'est de la frustration qui peut monter
surtout quand on est pressé. Et ça c'est un petit détail, mais qui change énormément le travail au quotidien. Donc, utiliser les updates de statut. Et encore une fois, les updates de statut, on oublie tous d'updater son statut toute la journée quand il se passe quelque chose. D'où le fait que les outils ont besoin d'être connectés ensemble, et d'où le fait que nos calendriers sont par exemple connectés automatiquement à notre Slack et au statut. Donc, dès que j'ai un meeting comme celui-ci, en fait, mon statut sur Slack en ce moment est in meeting. Donc, si quelqu'un me parle et me demande quelque chose, il sait qu'en fait que je vais pas lui répondre parce que je suis en meeting. Et c'est encore une fois un moyen d'enlever de la frustration, parce que sinon, effectivement, on attend et on se frustre. Configurer les notifications, c'est aussi un point clé de le faire correctement. Le but, c'est de pas être trop dérangé, mais de pas perdre les messages importants et de gérer ses horaires correctement. On demande à tout le monde d'être forcément accessible pendant leurs horaires classiques, et on a certains types de notifications qui peuvent partir n'importe quand c'est urgent. Il faut savoir tweaker ces notifications, c'est quelque chose qui change régulièrement. Et on a cette fameuse commande /zoom pour lancer un meeting en 2 secondes, hein, réellement en 2 secondes, le meeting il est lancé, on a un lien et on y accède tous. Et moi, typiquement, personnellement, j'aimerais bien me forcer et aller plus loin que ça, c'est-à-dire que quand il y a des threads où les gens parlent, quand je détecte qu'il y a plus de 10 messages en 1 minute, en fait, d'envoyer une notification et de dire stop, utilisez un Zoom pour vous parler. Parce que ça devient très facile, en fait, sous un outil comme Slack, de finir par parler pendant 30 minutes par chat et de ne pas se comprendre et de s'énerver, alors qu'en fait, il suffisait de lancer une vidéo ou un audio et en 3 minutes, on avait réglé le problème. Et ça, c'est naturel, ça se passe toujours comme ça. Et voilà, c'est des politiques typiquement qu'on peut continuer à enforcer. Mais mettez une Slack policy pour faire en sorte et faites en sorte que tout le monde la respecte. Ça permet en tant que manager de comprendre un peu ce qui se passe, ce qui est important parce qu'on n'a pas le présentiel, et ça permet à toute l'équipe d'avoir le bon niveau d'information, de pas avoir de frustration, de savoir ce qui se passe et tout. Parce qu'il y a rien de plus simple que de s'auto-frustrer devant son ordinateur chez soi. Les tools et les process, ils sont clairement pas dans le marbre. Chaque équipe est unique, et d'ailleurs chaque équipe change tout le temps. Nous, on teste beaucoup d'outils et beaucoup de process. Avant de les déployer de partout, on les teste dans des petites équipes, et on les enlève aussi quand ça ne marche plus. On les fait évoluer. Comme nos stand-up, on a fait en synchrone, après en asynchrone, on les a remis en synchrone. Tout comme on essaie d'être agile dans nos développements produits, l'organisation doit être fondamentalement agile, et ces outils évoluent tous. On donne la possibilité à chaque personne de l'équipe de tester aussi des outils, de les proposer. Je pense que c'est un point clé, parce qu'à la fin, ces outils, c'est l'outil de travail en fait au quotidien de chacun. Donc, ils ont un mot et une voix sur ces outils est fondamentalement important, et on peut pas tous les connaître. Typiquement, un outil comme Miro a été découvert par notre personne au produit chez nous, qui l'utilisait avant, qui l'a réapporté de son expérience et qui a changé en fait rapidement notre façon de travailler. Un petit feedback rapide sur ce que les employés disent en fait. On leur a demandé et on a fait des surveys. Donc en fait, un peu qu'est-ce qui est appealing en fait pour travailler en remote. Il y en a 3. C'est intéressant. C'est la liberté géographique. Et ça, c'est un élément clé, comme vous avez pu le comprendre, vu le nombre de personnes qu'on a et leur présence. C'est leur famille, en fait, de pouvoir avoir plus de temps pour leur famille, parce qu'ils ont plus de commute. Donc en fait, ils passent plus de temps avec leur famille. Nous, on a beaucoup de jeunes papas. Malheureusement, pas assez de jeunes mamans. On a plus de jeunes papas. Et du coup, ils peuvent passer plus de temps avec leur famille. Et c'est un point fondamental pour eux. Et c'est aussi le trust, parce que le remote sans trust, ça ne marche pas. Et je pense que tout le monde aime être trusté fondamentalement. Et ils sentent que quand ils travaillent dans ces conditions-là et de cette façon-là, ils le sont. C'est un point important. Petit mot sur la liberté géographique. On a une de nos employées qui était en Écosse et qui a déménagé en Afrique du Sud. Quelle a été la différence pour nous? Aucune. Et forcément, elle aurait travaillé dans une autre type d'entreprise, elle aurait dû changer, alors qu'elle voulait pas. Pour des raisons personnelles, elle a dû redéménager en Afrique du Sud. On a nos autres employés qui a fait un tour du monde pendant 4 mois en continuant de travailler pour nous. Il a fait 12 pays en continuant à travailler normalement. On n'a vu aucun impact. C'est quelque chose qu'il voulait faire, qu'il avait toujours envie de faire, qu'il aurait fait. Et en fait, sinon, il serait parti et probablement pas revenu, parce qu'on aurait dû le remplacer, alors qu'on voulait absolument qu'il reste. Et ça nous permet de garder nos talents.
ça nous permet de les attirer, ça nous permet de les garder. Et ça c'est clé, surtout dans le monde aujourd'hui où c'est vraiment une guerre de talent sur ces équipes très engineering. Euh, et les challenges que eux voient, qui sont assez similaires entre guillemets, et ce qui est pas étonnant, c'est la communication et le partage d'idées. Clairement, c'est leur point, c'est leur point de challenge principal. L'isolation, pour ceux qui ne vivent pas en famille, et même ceux à la limite qui vivent en famille, c'est travailler dans son coin et recréer cette office vibe. Qu'on essaie de faire le mieux possible. Il y a plein d'autres choses à faire probablement là-dessus. Et rester productif même en dehors d'un bureau, même si je suis pas sûr qu'au bureau on soit si productif que ça. Enfin, à mon avis, on l'est même beaucoup moins. Mais quand même, comment est-ce qu'on est organisé, comment on est toujours le plus productif et on n'a pas de up and down comme ça peut arriver. Voilà, ça c'est un peu les challenges qui nous sont reportés. Euh, Si je devais résumer le remote en good, bad and ugly, c'est très simple de recruter des talents. Ça c'est quand même encore une fois un point fondamental. Les gens qu'on recrute en remote et qui marchent bien sont très focus dans leur boulot. C'est clairement le niveau de productivité via le focus est très très important. Les personnes qui travaillent en remote et qui veulent travailler en remote en général ont un gros sens d'ownership. Ça vient de leur autonomie, mais aussi parce que ils ont cette compréhension que ce qu'ils font est important et ils aiment ce qu'ils font. Ce qui fait qu'à la fin, ils seront plus très loyaux. Nous, on a gardé tout le monde en fait. On n'a jamais eu de turnover encore aujourd'hui. On en aura forcément un jour ou l'autre, mais sur des postes compliqués où c'est très facile de trouver un travail ou de changer et même potentiellement d'être mieux payé, la loyalty aujourd'hui est très bonne et continuera à l'être. Et c'est toutes les données le suggèrent aujourd'hui hein, au travers d'autres entreprises. Le, du coup, le trust, c'est clairement le point clé. C'est à double tranchant. Si on finit par ne plus truster quelqu'un, ça devient absolument impossible de travailler avec. Et on peut devenir fou derrière son écran parce qu'en fait, on se pose 50 000 questions qu'on ne devrait pas se poser et qu'on ne se poserait pas si on était dans un bureau, c'est une certitude. Du coup, on est obligé d'avoir des gens qu'on peut truster, qui est un point clé, et que eux, quand ils le sentent, se sentent encore mieux à leur travail, évidemment. Mais le moment où ce trust peut être cassé ou ne peut plus être là, ça peut être un problème, clairement. Les process et les outils sont extrêmement importants, plus importants que probablement dans un autre type de boîte, et peuvent surtout devenir très 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 vite très frustrants. Parce que c'est le moyen de communiquer avec l'extérieur, le moyen d'avoir l'information, etc. Il n'y en a pas d'autre. Donc si ça marche mal, c'est extrêmement frustrant et peut-être que la frustration que vous connaissez tous et vous êtes tous eu, c'est on set up un meeting vidéo et en fait ça marche pas, il faut 5 minutes, voilà. Mais ça, c'est ça fois tous les outils. J'ai trop d'informations, j'ai 50 000 notifications, etc., etc. Je sais pas, un tel ou un tel est pas là en fait aujourd'hui et ainsi de suite. Alors j'avais prévu et tout. Et le point le plus compliqué à gérer, c'est la créativité. La créativité, c'est beaucoup plus simple d'être tous dans une même pièce avec un tableau blanc, de s'enfermer, de parler et de discuter, de brainstormer. C'est plus dur à recréer sur un meeting à distance, en vidéo. Un outil comme Miro en whiteboard aide beaucoup, hein, c'est clair. Mais la créativité, dans tous les cas, est quand même plus simple à avoir quand on est ensemble en présence. Le moyen, effectivement, c'est d'utiliser des off-site. On l'utilise beaucoup pour faire des brainstorming, en fait. Mais ça, je ne sais pas si un jour on sera capable d'avoir le même niveau de créativité en remote qu'en présence, je suis pas sûr. C'est probablement dû à la nature humaine. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il faut essayer par tous les moyens de pouvoir la recréer parce qu'on peut être beaucoup plus focusé. Mais si on est moins créatif, en fait, à la fin, potentiellement, ce qu'on peut gagner en focus, on le perd parce qu'en fait, on se focus sur des choses qui sont pas forcément les choses les plus importantes ou les plus intéressantes parce qu'on a manqué de créativité en amont. Donc, il faut arriver à contrebalancer les deux. Si vous voulez quelques articles sur le remote, on écrit pas mal sur ce qu'on fait en remote, parce que parce qu'on fait partie des premières boîtes qui le font comme ça, et il y en a d'autres, hein, mais ça intéresse pas mal de monde. Du coup, on a notre blog sur blog.bera.sh, on a entre autres 3 articles, un sur du recrutement, un sur comment on a construit la boîte, pourquoi, et comment est-ce qu'on fonctionne avec How to Make a Remote a Success. Et vous verrez, il y a certains outils qui sont plus les mêmes depuis qu'on l'a écrit.
preuve qu'on fait évoluer aussi nos outils. Et d'ailleurs, on devrait faire évoluer nos blog posts aussi. Et voilà, et on en partage entre guillemets assez régulièrement. On apprend, hein, c'est une certitude. Je pense que toutes les sociétés qui font ça aujourd'hui apprennent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner et qui doivent fonctionner même dans des sociétés qui sont pas remote first. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses à prendre. Faut avoir conscience des enjeux et des challenges et trouver des solutions pour redonner un peu de lien, redonner de l'information, qui est souvent ce qui pêche le plus, et d'enlever de la frustration. Parce que la frustration, c'est quand même la chose qui, au finissez de travailler à la fin de la journée, continue à trotter dans la tête et c'est pas très bon pour la santé. Est-ce que vous avez des questions? Coupez le partage. Alors, il y a eu quelques questions qui ont été posées, je crois, dans le chat, parce que du coup, maintenant, j'ai accès. Alors, il y a une question sur les outils présentés sont-ils gratuits? Ça dépend des outils. C'est toujours pareil. Souvent, la plupart de ces outils ont toujours des versions free, ce qui permet de les tester. Et en général, tous ces outils coûtent relativement peu cher. Bon, additionné à la fin, ça finit par coûter un peu d'argent, c'est une certitude, mais coûte relativement peu cher, ce qui permet de les tester assez facilement. Souvent, c'est au nombre de sites, au nombre d'employés. C'est souvent, on parle de 5 à 10 dollars par personne. Donc, ça coûte globalement rien pour tester, que ce soit des Slack, des Zoom, etc. Et beaucoup ont des versions free en soi. Alors, je regarde. Une question sur quelle plateforme utiliser. C'est intéressant. Zoom ou Teams, comment choisir entre ces deux? J'ai vu que Paul-Antoine avait répondu. Alors Zoom et Teams pour moi, sont potentiellement complémentaires. C'est comme Zoom et Slack. J'opposerais Team et Slack. Je pense que Team, tous ceux qui vivent dans le monde Microsoft et très enterprise ont Teams parce qu'en plus je crois il est fourni maintenant gratuitement par Microsoft. Les autres ont plutôt Slack. Zoom doit s'intégrer très bien dans les deux. Microsoft a ses propres outils de communication aussi avec Skype. Je pense que Zoom aujourd'hui s'est imposé comme étant la solution du marché parce que ça marche tout simplement et ça marche bien de partout. Encore une fois, on peut en utiliser d'autres. Euh, mais nous, ce qu'on conseille, c'est fondamentalement Zoom. Après, on préfère Slack. C'est eux qui ont créé ce type d'outils. Donc, ils ont aujourd'hui énormément d'intégration. Et je pense que c'est le point fort de Slack, c'est que c'est intégré de partout. Tous les outils s'intègrent à Slack. Aujourd'hui, un outil qui s'intègre pas à Slack, c'est presque inexistant. Il y a moins d'intégration chez Teams, mais il y en a quand même beaucoup et je pense qu'il y en a de plus en plus. Que signifie Remote First, en effet. Donc, Remote First, en soi, c'est ce que je disais, c'est vraiment une société qui a pas de bureau et dont les founders travaillent en remote aussi. C'est fondamentalement la différence à avoir des gens qui, à côté, sont également en remote.